Il était dans le coma depuis 3 ans, jusqu'à ce qu'un sans-abri s'approche et que tout change. Il était presque minuit quand la sécurité du centre hospitalier Saint-Louis a remarqué que quelque chose clochait dans la chambre 214. Le couloir était presque vide, comme il l'est souvent dans ces heures mortes entre deux rondes, quand les pas des infirmières disparaissent et que le seul bruit qui reste est le bip constant des moniteurs. C'est exactement dans ce silence que le vigile a entendu la voix. Rauque, déterminé, trop étrange pour venir d'un patient qui était depuis 3 ans sans ouvrir les yeux. Mais la voix ne venait pas du patient. Quand il a poussé la porte et allumé la lumière de la chambre, ce qu'il a trouvé était une scène qui ne cadrait avec rien de ce qu'il avait déjà vu auparavant. Un homme aux vêtements déchirés, aux cheveux blancs et en bataille, avec une longue barbe et les yeux écarquillés de quelqu'un qui porte beaucoup de choses à l'intérieur, était penché sur le lit, le doigt tendu vers le visage du patient, la voix ferme, comme s'il faisait une promesse. « Je peux réveiller cet homme ». Le vigile a crié. Le médecin de garde, le docteur Vincent, est arrivé en courant dans le couloir, blouse ouverte, visage marqué par la hâte. 2 agents de sécurité sont apparus à la porte et sont entrés dans la chambre. Le sans-abri n'a pas couru, ne s'est pas défendu. Il est resté planté là où il était, regardant le lit, comme si rien autour de lui n'avait plus d'importance que cet homme allongé couvert de tuyaux. « Sors d'ici maintenant », a ordonné le docteur Vincent, en poussant le bras du sans-abri avec douceur mais fermeté. « Tu n'as pas l'autorisation d'être ici. » Le sans-abri s'est laissé pousser. Mais avant de franchir la porte, il a tourné le visage vers le lit une dernière fois et s'est légèrement penché, comme quelqu'un qui va murmurer à un enfant qui dort. Et il a murmuré. 3 mots, trop bas pour que quiconque les entende bien. Personne n'y a prêté attention à ce moment-là, mais le moniteur, lui, a prêté attention. L'appareil à côté du lit, qui depuis 3 ans montrait toujours le même tracé monotone, a enregistré une variation. Petite, rapide, comme un hockey dans une ligne droite. Le docteur Vincent s'est arrêté au milieu du couloir, a regardé l'écran à travers la vitre et a cligné des yeux, comme s'il doutait de ce qu'il voyait. Quand il est retourné dans la chambre, les agents de sécurité avaient déjà emmené le sans-abri à la réception, et dans la chambre, sur le lit, Pierre Bernard continuait les yeux fermés, silencieux, immobile, comme toujours, mais ce trait sur le moniteur avait changé. Léa Bernard a appris l'intrusion à 3 heures du matin. L'infirmière Madame Monique l'a appelée sans hésiter, parce qu'en 3 ans de veille, Léa avait été claire. Quoi que ce soit d'inhabituel, quoi que ce soit, il fallait la prévenir. Léa ne dormait pas profondément depuis longtemps. Elle a décroché au 2e coup. Elle est arrivée au centre hospitalier Saint-Louis, les cheveux attachés à la hâte et les yeux qui disaient tout de la nuit qu'elle avait passée. 28 ans, mais avec une expression qui appartenait à quelqu'un qui avait vieilli trop vite, de la façon qui n'arrive qu'à ceux qui passent des années entières à retenir une douleur qui n'a nulle part où se poser. Quand elle est entrée dans la réception et a vu le sans-abri assis sur un banc en plastique, les agents de sécurité de chaque côté, attendant d'être évacués du bâtiment, elle s'est arrêtée. Elle l'a regardé longuement. L'homme avait plus de 70 ans, peut-être plus. Ses vêtements étaient un manteau sombre si usé qu'il semblait avoir été lavé et tordu des centaines de fois, jusqu'à perdre toute forme. Ses cheveux blancs partaient dans tous les sens. Ses mains, posées sur ses genoux, étaient grandes et noueuses, avec les marques de quelqu'un qui a travaillé de ses mains toute sa vie. « Attendez », a dit Léa aux agents de sécurité. « Il va me parler avant de partir. » Le docteur Vincent a essayé d'intervenir. Il a dit que ce n'était pas approprié, que le protocole, que la sécurité du patient. Léa l'a fixé avec cette obstination que les gens autour d'elle connaissaient bien et admiraient et craignaient à la fois. « Il a murmuré quelque chose à mon père, docteur, et le moniteur a enregistré quelque chose. Vous me l'avez dit vous-même au téléphone. » Le médecin ne répondit pas. Léa tira une chaise et s'assit en face du sans-abri. « Comment êtes-vous entré ?» L'homme la regarda avec un calme qui semblait bien trop déplacé pour cette situation. « Par la fenêtre de la salle de bain du fond. Je savais déjà où se trouvait la chambre. Vous saviez déjà, » répéta-t-elle lentement, comme si elle pesait chaque syllabe. « Comment ? » « Parce que je reste ici, » dit-il simplement. « Tous les jours, dehors, à regarder. Écoutez, il faut que je m'arrête une seconde ici.
parce que quand j'ai lu cette partie pour la première fois, quelque chose m'a serré le cœur. Imaginez ce sans-abri tous les jours dehors, devant un hôpital, à regarder une fenêtre. Quel poids porte-t-il? Léa n'avait pas encore compris, mais elle écoutait. Le sans-abri dit qu'il connaissait Pierre, pas l'homme d'affaires prospère d'aujourd'hui, le garçon qu'il avait été. Il dit qu'il le connaissait depuis avant toute chose. Léa croisa les bras. Mon père a grandi dans cette ville, beaucoup de gens le connaissent. Pas comme moi je le connais, répondit le sans-abri. Et puis il dit une chose qui fit glacer le sang de Léa dans ses veines. Il a une cicatrice sur l'épaule droite, petite, en forme de virgule, tombée d'un vélo quand il avait 6 ans. Le vélo était rouge avec un guidon noir. Léa resta figée. Cette cicatrice était une information qui ne figurait dans aucun dossier médical, qu'elle-même ne savait que parce que sa grand-mère l'avait raconté un jour, un après-midi de pluie, les yeux pleins de nostalgie, que personne en dehors de la famille la plus proche ne connaissait. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle à voix basse. Le sans-abri ne répondit pas à ce moment-là. Il demanda seulement de revenir le lendemain. Léa dit oui. Les jours suivants, tout devint plus compliqué. Gérard Lefebvre, l'associé du père, arriva à l'hôpital un mardi après-midi accompagné d'un avocat en costume gris et à l'expression de quelqu'un qui a déjà la réponse avant la question. C'était un homme d'une 50aine d'années, toujours bien habillé avec ce genre de sympathie qui ressemble à un costume bien repassé, joli en surface, mais on ne sait jamais ce qu'il y a en dessous. « Léa, il faut être pratique, » dit-il, en s'asseyant dans la salle d'attente, les coudes sur les genoux. Ce sans-abri a pénétré dans un environnement hospitalier. C'est un vrai risque pour Pierre. Il faut le faire sortir et lui interdire de revenir. Il n'a rien fait à mon père, Gérard. Pour l'instant. Le moniteur a enregistré une modification après qu'il a parlé à mon père. Gérard se tourna vers l'avocat avec un demi-sourire. Une modification. En 3 ans, les appareils enregistrent des variations. Cela ne veut rien dire. Mais Léa avait perçu quelque chose. La hâte de Gérard. La façon dont il était arrivé là sans qu'elle ne l'ait appelé, comme si quelqu'un l'avait prévenu avant même qu'elle ne connaisse les détails. Et l'avocat à côté. Pour expulser un sans-abri d'un hôpital, on n'a pas besoin d'avocat. Elle garda cette sensation en elle et ne dit rien. Le sans-abri, elle ne savait toujours pas son nom, se mit à apparaître chaque jour à l'entrée de l'hôpital, tôt le matin. Il portait toujours un sac en tissu usé, de ceux qui ont été lavés tant de fois que la couleur d'origine n'existe plus. De ce sac, il sortait des choses qui, pour n'importe quel étranger, semblaient ne valoir rien. Un petit sifflet en bois, sculpté à la main avec des marques le long du manche, une vieille boîte de café, rouillée sur les bords, un mouchoir en tissu délavé, plié avec soin, comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Madame Monique, l'infirmière vétéran qui avait passé 30 ans dans cet hôpital et qui avait une voix de grand-mère et un entêtement de général, regarda le sans-abri, regarda le sac et prit une décision qui techniquement enfreignait le protocole et qu'elle reprendrait sans sourciller. Un après-midi sans mouvement, elle ouvrit la porte latérale et laissa entrer le sans-abri. Elle resta dehors devant la chambre, faisant semblant de ranger des dossiers dans le couloir, tout en l'écoutant à l'intérieur. Il ne parla pas beaucoup. Il sortit le sifflet en bois, le porta à ses lèvres et souffla une courte mélodie. Simple, répétée. Le genre de mélodie que vous écoutez et que vous avez l'impression d'avoir déjà connu quelque part, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Et puis Madame Monique l'a vu. Par les doigts de Pierre Bernard, qui depuis 3 ans restait toujours immobile sur la couverture, un mouvement est passé, rapide comme un courant d'air. Les doigts se sont pliés et sont revenus. Mais ils se sont pliés. Elle est entrée dans la chambre le cœur battant, a vérifié le moniteur, a vérifié le patient. Elle est allée directement au téléphone pour appeler le docteur Vincent. Le médecin est arrivé, a tout vérifié 2 fois et est resté silencieux un bon moment. C'était un homme au raisonnement organisé, de ceux qui ont besoin d'une explication pour tout. Mais là, il y avait une chose qu'il ne pouvait tout simplement pas ignorer. La semaine suivante, il a proposé à la direction du centre hospitalier Saint-Louis des séances supervisées de stimulation sensorielle pour le patient. La direction n'a pas aimé. On a parlé de scandales, de protocoles, de précédents. Le docteur Vincent a dit que ce qu'il proposait avait des fondements,
qu'il y avait des traces, que les doigts avaient bougé. La directrice la regardait avec l'expression de quelqu'un qui pèse le coût de chaque mot. « Si ça fait la une, a-t-elle dit, l'hôpital devient une scène de mysticisme. »« Ce n'est pas du mysticisme, » a répondu le médecin. « C'est de la stimulation. Je vais tout enregistrer. » Et le patient réagit. Cela a été approuvé à contre-cœur. Très cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, je continue. Pendant ce temps, Léa Bernard n'avait pas cessé de penser à cette cicatrice. Elle est allée voir le sans-abri un après-midi où il était assis sur le banc du jardin devant l'entrée du centre hospitalier Saint-Louis. Elle s'est assise à côté sans façon. Ils sont restés silencieux un moment. Le soleil de fin d'après-midi frappait de côté, éclairant son visage d'une lumière qui montrait chaque ligne, chaque marque. « Vous m'avez promis que vous m'expliqueriez, » a-t-elle dit. Le sans-abri a regardé ses propres mains. « Je sais. » Alors parle. Il a pris une profonde inspiration, et il a raconté. Son nom était Étienne. Étienne Bernard. Il était menuisier, avait eu un petit atelier rue Victor Hugo il y a plus de 50 ans. Il s'était marié jeune, avait eu un fils qui s'appelait Pierre, qui... Léa est restée complètement figée. « Quand mon fils avait 7 ans, a dit Étienne d'une voix maîtrisée comme seul celui qui a pratiqué cela pendant des décennies peut le faire, j'étais noyé de dettes. L'atelier a fait faillite, j'ai perdu tout ce que j'avais construit, et je me suis convaincu de la pire manière possible que ma famille vivrait mieux sans le poids de mon échec. » Il s'est arrêté. Il a cligné des yeux. « Je suis parti. J'ai laissé ma femme et mon petit-fils et j'ai simplement disparu. Je pensais faire ce qu'il fallait. Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre que je faisais exactement le contraire. » Léa a écouté tout cela sans respirer correctement. « Vous avez disparu, a-t-elle dit, la voix sortant presque sans son. Et vous êtes resté où? Dans les rues, d'abord dans une ville, puis dans une autre. Je suis resté. J'ai vieilli. » Il l'a regardé. Il y a quelques mois, dans un refuge, un homme avait laissé un morceau de vieux journal sur mon grabat. J'allais m'en servir comme couverture. Mais la photo sur la page était celle de Pierre. Votre père. L'avis disait qu'il avait subi un malaise soudain et qu'il était hospitalisé. Léa n'a rien dit. « J'ai reconnu le garçon dans le visage de l'homme, » a dit Étienne. « Je n'ai eu besoin d'aucune explication. Je vais être honnête avec vous. Cette partie m'a pris d'une manière que je n'attendais pas. L'idée d'un père reconnaissant son fils dans un morceau de journal utilisé comme couverture, il y a quelque chose de très lourd là-dedans. Très lourd. » Léa est restée silencieuse un temps qui n'avait pas de mesure facile. Puis elle a dit « Vous ne pouvez raconter cela à personne. À personne. Compris ?» Étienne a hoché la tête. « Mais vous pouvez continuer à venir. » Quelque chose dans le visage du vieil homme, à ce moment-là, a changé d'une manière difficile à décrire. Comme si une chose qui était restée fermée pendant de nombreuses années s'était entr'ouverte. Les jours qui suivirent apportèrent des avancées et des reculs qui laissaient Léa dans un état constant d'espoir tendu. Lors des séances supervisées, le docteur Vincent plaçait de petits stimuli près du patient, odeur, son, texture. Et quand Étienne était présent et touchait le sifflet, quelque chose se produisait toujours. Les doigts bougeaient plus clairement. Une fois, pendant 3 secondes entières que le médecin nota dans le dossier, les paupières de Pierre tremblèrent. 3 secondes. Pour n'importe qui, cela n'aurait été rien. Pour Léa, ce fut le plus grand moment des 3 dernières années. Mais Gérard Lefebvre observait tout. Il revint au centre hospitalier Saint-Louis un jour de pluie fine, sans avocat cette fois, et demanda à parler à Étienne. Il trouva le sans-abri dans le couloir près de l'escalier de service, attendant que Madame Monique finisse son service. Il s'approcha, lui serra la main, sourit avec cette sympathie de costume bien repassé. « Je comprends ce que tu essaies de faire, » dit Gérard en baissant la voix, « et je le respecte. Mais Pierre a une situation médicale complexe. Toi, sans le vouloir, tu risques de perturber le traitement. » Il fouilla dans la poche de son veston et sortit une enveloppe. « Il existe une très bonne clinique privée dans une autre ville. Pierre y serait transféré. Il aurait beaucoup plus de moyens. Tu pourrais partir tranquille en sachant qu'il est bien soigné. » Étienne regarda l'enveloppe. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ? » « Un moyen pour toi de recommencer ailleurs.
dit Gérard. Le sans-abri prit l'enveloppe. Il l'ouvrit. Il regarda l'argent à l'intérieur pendant quelques secondes, replia le tout, referma l'enveloppe et la rendit. « J'ai déjà abandonné mon fils une fois à cause de l'argent, » dit Étienne sans colère dans la voix. Avec juste l'exactitude de quelqu'un qui connaît très bien sa propre erreur. « Je ne vais pas recommencer. » Gérard reprit l'enveloppe sans rien dire de plus et s'en alla par le couloir. Léa apprit cette rencontre par Madame Monique, qui avait tout entendu depuis l'office à côté. Et le premier soupçon qu'elle avait ressenti des semaines plus tôt devint plus net, comme quand on ajuste la mise au point d'un vieil appareil photo. Pourquoi Gérard voulait-il tant qu'Étienne disparaisse? Elle commença à chercher. Elle n'était pas détective, elle n'avait pas de formation pour cela, mais elle avait quelque chose qui parfois vaut plus. Elle connaissait son père. Elle savait où il gardait ce qui comptait. Elle savait qu'il y avait un bureau à la maison, fermé à clé depuis son départ, où Pierre gérait les affaires les plus délicates de l'entreprise, loin des yeux des associés. Elle entra dans ce bureau avec la clé qu'elle avait trouvée dans une caisse à outils au garage, un endroit où son père cachait des choses depuis qu'elle était enfant. Les tiroirs étaient organisés comme son père, tout dans des dossiers avec des étiquettes, chaque chose à sa place. Il lui fallut du temps pour trouver le dossier sans étiquette, un dossier épais, avec des feuilles pliées à l'intérieur, couvertes de l'écriture ferme de son père. C'étaient des notes, détaillées, méthodiques, avec des dates. Léa lut, relut. Elle resta immobile, les feuilles à la main, pendant un temps qu'elle ne sut mesurer. Son père avait découvert, dans les mois précédant le malaise, que des sommes significatives quittaient l'entreprise vers des comptes qu'il ne reconnaissait pas. Il avait suivi la trace de ses mouvements avec la patience de quelqu'un qui fait cela peu à peu, sans donner de signe. Et sur la dernière page des notes, avec une date qui était exactement 2 jours avant qu'on ne le trouve sans connaissance dans son bureau, il y avait une ligne courte. « Rendez-vous pris avec G demain. Nous devons parler de ce que j'ai trouvé. G. Gérard. » Léa referma lentement le dossier. Elle n'alla pas à la presse. Elle n'alla crier pour personne. Elle resta assise par terre dans le bureau de son père pendant un moment, respirant, laissant tout se déposer en elle. Puis, elle plia les feuilles, les rangea dans le dossier et le mit dans son sac. Mais quand elle arriva à l'hôpital le lendemain, elle trouva une nouveauté qui la fit s'arrêter au milieu du couloir. Le docteur Vincent tenait un papier, avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant, un mélange de colère contenue et de profond dégoût. « Il y a une ordonnance provisoire », dit-il en lui tendant le papier. « Signé ce matin. Étienne est interdit d'entrer au centre hospitalier Saint-Louis pendant toute la durée de la procédure. » L'avocat de Gérard avait obtenu auprès du tribunal un document alléguant qu'Étienne était un profiteur qui se faisait passer pour un membre de la famille du patient pour accéder au lieu. Léa lut le papier en entier, puis elle le plia calmement. « Combien de temps faudra-t-il pour faire annuler ça ?»« Des mois, dit le docteur Vincent, si l'on suit la voie normale. » Elle encaissa la nouvelle. Lorsqu'elle retrouva Étienne à la sortie de l'hôpital, empêché d'entrer par les agents de sécurité avec une gêne visible, le sans-abri se tenait debout, immobile, regardant la fenêtre du 2e étage. La chambre 214. « Je sais, » dit Léa en arrivant à ses côtés. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, » répondit Étienne. Pas à ce moment-là. Il réagissait. « Je le sais aussi. » Ils restèrent tous les deux silencieux un instant, regardant la fenêtre là-haut. Ce fut Étienne qui trancha. Le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, il était assis sur le trottoir en face de l'hôpital de l'autre côté du mur, le sifflet en bois entre les lèvres, et il joua. La mélodie courte et simple qu'il avait inventée des décennies plus tôt, les nuits où il berçait son petit garçon dans la menuiserie en travaillant. Madame Monique, à l'intérieur, entendit le son arriver par la fenêtre et, sans hésiter, poussa le lit de Pierre jusqu'à la position la plus proche de la vitre. Chaque jour, à 3 heures de l'après-midi, le sifflet résonnait depuis le trottoir. Et chaque jour, selon les relevés du docteur Vincent, les doigts de Pierre bougeaient. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Je continue. Mais le temps pressait d'un autre côté. Léa avait découvert, grâce à un appel téléphonique d'une des employées les plus anciennes de l'entreprise,
qu'une assemblée était prévue dans 3 semaines entre les actionnaires. À l'ordre du jour, la vente de 60% du contrôle actionnarial à un groupe qu'elle ne reconnaissait pas. Un groupe qui, en vérifiant l'adresse sur le papier que l'employé lui avait lu, avait le même numéro d'immeuble que le cabinet d'un ancien collègue de Gérard. Ce n'était pas une coïncidence. Il n'y avait là rien qui fût une coïncidence. Léa passa les jours suivants à faire ce que la vie lui avait appris ces 3 dernières années. Rassembler, vérifier, attendre le moment opportun. Elle appela chaque actionnaire individuellement. Elle demanda une réunion personnelle, sans ordre du jour formel, sans avocat. Elle utilisa le nom de son père. Peu dire non. La veille de l'assemblée, elle était assise dans une salle de réunion avec les dossiers du bureau de son père, le dossier médical avec les relevés d'amélioration et les documents qu'elle avait rassemblés sur le groupe acheteur. De l'autre côté de la table se trouvaient 5 personnes représentant le reste des parts de l'entreprise. Gérard arriva le dernier, avec son avocat, et s'arrêta à l'entrée en voyant ce qui était sur la table. Léa n'eut pas besoin d'élever la voix. Elle ouvrit le dossier de son père et commença à expliquer ce qu'elle avait trouvé, date par date, montant par montant. Elle montra la ligne finale des notes, avec la réunion programmée 2 jours avant le malaise. Elle présenta les documents du groupe acheteur et le lien avec Gérard. Elle montra les relevés médicaux avec les dates et les détails des réactions de Pierre pendant les séances d'avec Étienne. Il y avait une logique qui s'emboîtait sans effort. Gérard tenta de parler 3 fois. À la 3e fois, l'un des actionnaires les plus anciens, un homme de plus de 70 ans qui avait débuté avec le père, frappa doucement la table de la main. « Gérard, tais-toi. » Le silence qui suivit disait tout. À la fin de la réunion, Léa présenta 2 conditions. Aucune d'elles n'impliquait de scandale. Aucune d'entre elles n'impliquait de nom dans un journal ou de procédure publique, car protéger le nom de son père faisait partie de ce qu'elle s'était promise depuis le début. La première, l'assemblée serait annulée et la vente suspendue. La seconde, les fonds détournés seraient restitués à l'entreprise dans le cadre d'un accord documenté. Gérard resta immobile un long moment. Puis il signa ce qu'on plaça devant lui et sortit sans regarder personne. L'actionnaire le plus âgé resta après le départ de tous. Il regarda Léa avec une expression qu'elle ne sut pas vraiment nommer, mais qu'elle ressentit. « Votre père aurait été fier, dit-il. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de fermer les dossiers. 3 jours plus tard, le docteur Vincent entra dans le couloir avec une expression différente, légère presque. Il s'adossa au mur à côté de Léa. « L'ordre a été suspendu. Il peut revenir. » Léa ferma les yeux une seconde. Cet après-midi-là, Étienne entra dans la chambre 214 pour la première fois depuis qu'on lui en avait interdit l'accès. Il entra lentement, comme quelqu'un qui sait que certains moments exigent ce genre de respect. Madame Monique resta sur le pas de la porte. Le docteur Vincent se tint près du moniteur. Léa se plaça de l'autre côté du lit, debout, tenant la barrière à 2 mains. Étienne s'approcha du lit. Il s'assit sur la chaise en plastique qui se trouvait à côté. Il regarda son fils longuement, avec l'expression de quelqu'un qui est parti un jour en pensant faire ce qu'il fallait et qui a passé des décennies à mesurer l'ampleur de son erreur. Il prit le sifflet en bois, mais avant de souffler, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il tendit la main et la posa sur la main de son fils, tout doucement, sans se presser. Puis, il souffla. La mélodie sortit plus douce que d'habitude, plus longue, avec ces silences intérieurs qui n'existent que dans les musiques qui sont nées non pas pour être entendues, mais pour être ressenties. Et alors le moniteur émit un son différent. Le docteur Vincent se pencha vers l'écran. Madame Monique étouffa quelque chose qui n'était pas un pleur, mais qui voulait l'être. Léa serra la barrière du lit. Pierre Bernard ouvrit les yeux. Pas d'un coup. Lentement. Comme quelqu'un qui revient de très loin et qui doit vérifier, à chaque centimètre d'ouverture, que ce qu'il voit est réel. Ses yeux parcoururent le plafond, passèrent par la fenêtre, passèrent sur le visage de sa fille, et s'arrêtèrent sur le visage du vieil homme. Ils restèrent là une seconde qui parut avoir la taille d'une vie entière. Quand Pierre parla, sa voix était rauque de 3 ans de silence, sèche, presque sans timbre, mais le mot sortit entier, clair, sans hésitation. « Papa. » Bon, j'ai essayé de lire ce passage sans rien ressentir.
Je n'y suis pas arrivé. Je ne vais pas faire semblant d'y être arrivé. La récupération ne fut pas rapide. Elle ne fut pas facile. Ce ne fut pas une de ces belles histoires de films où la personne se réveille et tout revient d'un coup. Ce fut de la kinésithérapie tous les jours, réapprendre à avaler, réapprendre à prononcer certaines syllabes, de petites rechutes lors de semaines qui semblaient pourtant bien se passer. Ce fut Léa arrivant chaque matin avec le café que son père aimait, juste pour lui mettre l'odeur sous le nez, parce que le médecin disait que l'odorat était l'un des chemins. Ce fut Étienne assis sur la chaise en plastique tous les après-midi, parlant parfois en silence, parfois juste la main posée sur celle de son fils. Des mois passèrent. Mais le jour où Pierre Bernard sortit de l'hôpital de ses propres pieds fut une de ces choses que l'on emporte pour toujours. Madame Monique pleura ouvertement dans le couloir, sans la moindre retenue, et ne le regretta pas. Le docteur Vincent serra la main du patient d'une poigne ferme et prolongée. Pierre sortit soutenu des deux côtés. À droite, Léa. À gauche, Étienne. Dans les mois qui suivirent, pendant qu'il se rétablissait, Pierre Bernard surprit tout le monde. Il ne retourna pas en courant au bureau, n'appela pas ses associés, ne demanda pas de réunion. Il demanda une chose différente, à Léa de l'emmener dans une rue du centre-ville où, des décennies plus tôt, avait fonctionné une petite menuiserie. L'endroit était fermé. Le bâtiment était vieux, la peinture s'était écaillée par couches qui racontèrent des années. Mais la structure était là. Pierre Bernard resta immobile sur le trottoir à regarder un moment. Puis il se tourna vers son père. « Tu sais encore travailler le bois ?» Étienne regarda ses propres mains, ses grandes mains noueuses qui portaient des décennies de rue, mais qui, avant cela, avaient porté des décennies de menuiserie. « Je crois que le corps n'oublie pas, dit-il. » Pierre hocha la tête, comme si cela résolvait une question qu'il avait formulée depuis longtemps. Les travaux de rénovation de l'espace durèrent près de 4 mois. Léa, qui avait abandonné son propre travail de graphiste 3 ans plus tôt, s'occupa de tout ce qui touchait à l'apparence. La nouvelle enseigne, la disposition des établis, la couleur des murs. Pierre, encore en convalescence, arrivait plus tard et restait moins longtemps, mais il venait tous les jours. Étienne était le premier à arriver le matin et le dernier à fermer. Le jour de la réouverture, l'enseigne sur la porte portait le nom de la menuiserie d'origine, le même que 50 ans auparavant, avec seulement un mot ajouté en dessous, et fille. L'atelier fonctionnait avec de la sueur dans l'air et du café filtre sur la cuisinière, et la mélodie du sifflet qu'Étienne soufflait parfois entre 2 travaux, par habitude, par mémoire, pour tout ce que ce son avait gardé en lui pendant toutes ces années. Au mur du fond, accroché à un simple clou sans cadre, sans verre, sans aucune cérémonie, se trouvait le sifflet en bois, l'objet sans valeur qui avait valu toute une vie. Fin de l'histoire. Et ainsi se termine une autre histoire qui m'a fait m'arrêter et regarder différemment les choses que l'on porte en silence. Parfois, ce qui semble n'avoir aucune valeur est exactement ce qui sauve. Et parfois, une vie entière tient dans une courte mélodie qu'un père a inventée pour bercer un petit enfant. D'où regardez-vous? Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Pensez-vous que Léa a bien fait de protéger le nom de son père? J'adorerais lire ce que vous en pensez. Merci beaucoup pour votre fidèle compagnie. N'oubliez pas le like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires.